On va bientôt démarrer. On a quasiment tous les industriels qui sont présents, qui étaient inscrits. J'espère que ça fera arriver les étudiants. Donc, petit préambule. Je vous informe que le webinaire est filmé. Que du coup, pour des raisons de gestion du son, on a coupé volontairement les micros et vous avez coupé vos caméras, vous avez bien fait. Du coup, les échanges se feront préférentiellement sur le chat et les questions qui seront posées seront traitées en fin de présentation lors de la partie échange et conclusion. Donc la conversation, vous pouvez la voir et poser vos questions sur la petite bulle en haut de la fenêtre de Teams. Voilà. Donc je vais démarrer la présentation maintenant. Voilà. Donc, l'objectif de la réunion de ce jour est pas de vous rendre expert sur la thématique des hautes pressions, mais essentiellement de vous présenter la technologie, ses capacités, son principe de fonctionnement, des notions sur les marchés, les fournisseurs, la réglementation, euh, et vous faire un petit état des lieux sur les études qui ont été menées au préalable dans différents secteurs. Voilà. Donc rapidement, je vous présente le sommaire. Donc on commencera par le contexte de cet atelier, puis un rapide retour sur l'historique et le principe de fonctionnement, la réglementation, l'offre de technologie, les applications produits et les données économiques que l'on a pu trouver, que l'on peut trouver. On partira sur donc du coup les forces et faiblesses de la technologie et également l'approche coût. Avec une dernière partie sur les échanges conclusions en termes de perspective sur le projet qu'Agria Grand Est mène. Donc, du point de vue du contexte, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Agria Grand Est est une association d'entreprises de la bioéconomie, agroalimentaire et agro-ressources au service de la performance industrielle. C'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises sur tout le Grand Est. Donc, on est une petite dizaine de salariés dans leurs projets d'innovation, de développement, à la fois produit, process ou commercial via des offres en communication ou via la gestion de la marque La Lorraine Haute Signature. Dans ce cadre-là, on va faire des projets individuels en prestation, on va accompagner les entreprises en prestation, mais on peut être aussi initiateur et porteur de projets collectifs. C'est dans ce cadre de projet collectif que l'on a déposé un projet auprès de la DRAF Grand Est en 2019 sur l'opportunité de créer un centre de R&D en haute pression, alors de R&D et également de sous-traitance pour des réflexions d'équilibre économique. Donc, il y a une étude qui est en cours sur les équipements disponibles, il y a un atelier de sensibilisation que l'on fait actuellement. Une enquête va être envoyée aux entreprises de la région pour savoir un petit peu quel est leur positionnement sur la technologie, est-ce qu'ils y ont un intérêt. On sait que certaines d'entre elles possèdent des équipements, voir un peu leur positionnement par rapport à de la sous-traitance, par rapport à de la R&D, pour comprendre un peu ce qu'il en est. Et ensuite, essayer de dessiner, voir s'il y a un modèle économique potentiel qui peut en ressortir.
l'étude en question naît de l'observation que sur tout le Grand Ouest, on a eu un développement assez important des équipements de haute pression, à la fois chez les industriels en direct, mais également de structures de sous-traitance et de R&D, que ce soit sur la bordure atlantique ou même un peu plus au centre, donc structures avec lesquelles on échange, bien entendu. Mais voilà, donc il y a une réflexion sur ce maillage-là, et on s'aperçoit que sur la partie Grand Est, il y a un vrai trou, d'où cette étude. Donc maintenant, on va aborder plus précisément l'historique et le principe de fonctionnement de la technologie haute pression. Donc c'est une technologie qui est très ancienne. En fait, il y a une technologie à l'origine française. C'est Regnard et Roger qui ont commencé à y travailler dessus fin du 19e siècle, pour, partant du principe que l'élévation de pression devait avoir des conséquences sur les microbes, et ils ont fait de nombreux essais sur les altérations de la flore microbienne, dans du lait, dans de la viande, et sur différents types de pathogènes. Il y a eu pas mal, du coup, la technologie s'est un peu développée également pas la technologie, mais les expérimentations sont également développées aux États-Unis jusqu'au début du XXe siècle. Puis il y a eu quelques accidents expérimentaux, les matériaux, les conditions d'expérimentation n'étaient pas optimum à l'époque, et voilà, il y a eu quelques accidents qui ont fait, dû à la surpression, hein, tout simplement, qui ont un peu arrêté les recherches là-dessus, plus les guerres qui ont dépriorisé un petit peu aussi les financements pour ces recherches-là. Et c'est fin des années 80 que le Japon a ressorti un peu cette vieille technologie dans des programmes de recherche pour ensuite l'appliquer dans des applications industrielles. Ce qui fait que c'est une technologie qui, même si elle est ancienne, n'a d'existence industrielle qu'un faible nombre d'années, puisque la première installation date seulement des années 90, donc plus d'un siècle après les premières expérimentations. Et on voit que la progression a été relativement lente. En tout cas, sur la première dizaine d'années, sur la dernière décade, on voit que la progression est nettement plus rapide, avec une répartition géographique pas homogène, dans le sens où on voit que la zone États-Unis et Amérique centrale est fortement dotée, que l'Asie, paradoxalement, alors que le Japon est très en avance sur la technologie, et pas forcément la zone prépondérante, et que l'Europe tend à être malgré tout un acteur conséquent. Les 600 000 tonnes d'aliments traités en 2015 connaissent une croissance de 20% par an, donc ça va très vite en termes d'évolution. Alors on peut noter également que les évolutions que l'on a sont essentiellement aussi dues à des approches réglementaires. L'approche réglementaire, notamment américaine, est un peu plus ouverte à l'innovation et permet le développement un peu plus rapide de technologies par rapport à l'Europe. Mais on en reparlera plus précisément sur l'aspect réglementaire. Au niveau du principe de fonctionnement, le principe de fonctionnement, vous allez voir, est relativement basique, puisque l'on se trouve avec donc des produits qui vont être majoritairement conditionnés dans des paniers, dans des emballages souples, que ces paniers ou ces cellules, ça dépend des terminologies qui peuvent être utilisées, vont être mis dans une enceinte qui va être remplie d'eau,
d'abord de manière progressive, et puis une pompe va, peut-être vous pointez tout ça, vous pointez tout ça, ce sera peut-être plus précis. Donc là, on a le réservoir d'eau qui va remplir la cellule, et une pompe à haute pression va venir augmenter progressivement la pression, mais d'une manière quand même assez rapide, et permettre un traitement de pression isostatique, c'est-à-dire que la pression qui va être appliquée au produit va être dans toutes les directions et simultanée. Ce qui fait que contrairement à un traitement thermique, on n'aura pas la notion de gradient que l'on peut avoir dans un autoclave, par exemple, ou dans une cellule de traitement thermique. Autre intérêt de ce fonctionnement, c'est un faible coût énergétique, puisqu'en fait, on se retrouve qu'avec une pompe, deux pompes, on va dire, et du convoyage, et donc une consommation énergétique relativement faible. Si maintenant on aborde le point un peu négatif associé à ce fonctionnement, c'est un fonctionnement euh, très, très ben, en lot, donc pas continu, et donc du coup une productivité fatalement faible. Donc, en dynamique de fonctionnement, on peut voir qu'on a le lot qui rentre dans une cellule de chargement, le remplissage du module, la pressurisation, le déchargement, ben, la vidange, le déchargement, et donc du coup, une cinétique de fonctionnement qui est qui est relativement longue et peut-être aussi assez chronophage. Alors attendez, excusez-moi parce que je vois des appels pour des gens qui ont des difficultés pour se connecter. Tac. Alors, je regarde juste ça. Tac. Ok. Donc, j'aurais renvoyé le lien. A priori, ils avaient un problème. Donc, quelques exemples d'équipements. Donc là, je vous ai présenté trois photos d'équipement. Donc un équipement de type expérimental, donc avec une micro-unité quelque part, avec une zone d'enregistrement des informations, donc qui est vraiment à titre expérimental. La pompe hydraulique ici qui va avoir pour objectif de monter en pression, le système de haute pression à proprement parler, et un système de régulation. Oui, parce que je ne l'ai pas forcément évoqué tout à l'heure, mais avec la haute pression, il va avoir, avec l'augmentation de pression, on a une augmentation, une élévation de température, et que ce soit du point de vue réglementaire ou du point de vue de la maîtrise de la qualité du traitement, il est impératif de maîtriser les températures que le produit va subir. Dans ce cas, du coup, on a un petit module de réfrigération essentiellement pour contrôler l'échauffement. Alors, dans cet exemple particulier, le module permet également de travailler en température négative puisqu'il y a des possibilités de recherche sur cet aspect-là. L'exemple, donc ce module-là est en Allemagne. L'exemple du milieu, lui, est quant à lui une unité industrielle qui se trouve en Italie pour traiter du salami à une pression de 600 mégapascales à température ambiante. Et enfin, le dernier est un équipement, donc l'hyperbarique 420, qui est complètement automatisé, où on voit en fait les unités de chargement, où le produit a été chargé, en fait, qui sont gérées automatiquement, et avec un remplissage qui se fait de manière automatique dans la cellule, et ce que l'on ne voit pas, mais que l'on devine à l'arrière, une zone de vidange automatique également,
avec une zone d'accumulation, ce qui permet de limiter les temps de masquer certains temps par rapport aux opérateurs, et donc de gagner un peu en productivité. Donc maintenant qu'on a rapidement évoqué le principe de fonctionnement de la machine, sur quoi agit la pression et l'élévation de la pression? Tout phénomène accompagné d'une diminution de volume est favorisé par une augmentation de la pression. Donc le fait de remplir d'eau va augmenter la pression. C'est à partir de ce principe-là que les premières expérimentations ont été réalisées. Ceci va engendrer des modifications moléculaires. Aux pressions auxquelles l'on travaille, donc entre 200 et 600 mégapascales, éventuellement un petit peu plus, à titre expérimental, on peut monter jusqu'à 900. On va travailler également, on ne va pas jouer sur des modifications de liaisons covalentes. On va travailler uniquement sur des modifications de liaisons dites à faible énergie, comme les liaisons hydrogène, hydrophobes ou ioniques. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que, en gros, tout ce qui va être monomère, que ce soit des glucides, des lipides ou des protéines, ne vont pas être impactés. La structure, la composition moléculaire des molécules ne va pas être impactée puisque les liaisons fortes covalentes ne sont pas modifiées. Par contre, pour toutes les structures, pour toutes les molécules qui ont des structures, comment dire, dans le volume, des structures volumiques, donc tout ce qui va être polymère et organisation du polymère dans l'espace, vont elles être impactées. D'où des effets de la pression sur les protéines notamment, qui ont une structuration que l'on dit ternaire et quaternaire, et notamment dans le cadre des protéines, des fonctions qui sont très fortement associées à cette conformation spatiale. Du coup, la déformation spatiale de la protéine va jouer un rôle sur sa fonctionnalité. Et comme les protéines sont présentes à de nombreux endroits dans le fonctionnement cellulaire, que ce soit à l'échelle de la membrane pour favoriser les échanges transmembranaires des cellules, ou à l'échelle enzymatique, donc sur certaines actions enzymatiques dans des chaînes métaboliques ou dans des actions d'oxydation ou autres, on va avoir des effets qui vont générer souvent la mort cellulaire. Donc, que ce soit via la perte de soluté pendant le traitement, c'est-à-dire que les canaux membranaires vont être non fonctionnels, ce qui fait que les échanges de soluté ne vont plus fonctionner. Coagulation de protéines, effectivement, on va changer la conformité des protéines, donc leur capacité à s'organiser va être différente. Un exemple typique, ça va être le lait. Si vous traitez du lait à haute pression, le lait, pour information, est organisé, la couleur du lait blanche est due à l'organisation des casines, donc des protéines du lait en micelles. Le fait de traiter le lait par haute pression va vous rendre votre lait transparent. Pourquoi? Parce que cette organisation micellaire qui fait comme des petites particules et qui vont générer ce trouble dans le liquide va disparaître et il n'y aura plus la même organisation et du coup les propriétés optiques vont changer. Autre conséquence, comme je vous disais, l'inactivation d'enzymes clés à la survie, donc pour toutes les chaînes métaboliques par exemple, mais pas que. Et vont également, les ribosomes étant des protéines, vont également être affectés. Un exemple de photo au microscope électronique sur des levures et des listeria innocua, donc des levures de Saccharomyces cerevisiae, donc à gauche non traitées, et à droite traité par pression sur un traitement à 600 mégapascales pendant 3 minutes.
on voit bien que les échanges, entre les cellules ont été fortement déformés et que par voie de conséquence, les capacités d'échange des cellules vont être modifiées. Donc là, pour la plupart, on voit même que dans l'état où elles sont, il y a de fortes chances qu'il y ait une mort cellulaire pour une partie. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que la technologie des hautes pressions est un principe ancien, avec un recul assez important hein, sur les expérimentations qui ont été menées sur certains effets, mais que la mise en œuvre industrielle est quand même malgré tout récente, que le développement des applications est en plein boom, comme je vous disais, une croissance de plus de 20% par an durant les années 2010. Un traitement ubiquitaire et d'intensité identique dans la cellule de traitement par haute pression. Ça, c'est assez intéressant également. Et comme évoqué précédemment, donc c'est la structure quaternaire des protéines qui est affectée, qui va souvent avoir un rôle d'inactivation dans la destruction. Alors, ce qu'il faut retenir également, et que je n'ai pas précisé, c'est que là, on a beaucoup parlé sur l'aspect destruction de micro-organismes, mais les hautes pressions, du fait d'intervenir sur les structures organisationnelles des molécules, n'ont pas forcément qu'un rôle de pasteurisation à froid, comme on peut les appeler, mais également des fois des rôles pour travailler sur des avantages de texture, des modifications de texture, de couleur. Voilà, ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en tête. Du point de vue réglementaire, alors, comme vous allez pouvoir le voir, la réglementation sur les hautes pressions a plutôt été un frein en fait, au développement de la technologie. Dans les années 90, fin des années 90, Danone développe un produit à base de fruits, de purée de fruits, qu'il souhaite traiter par haute pression, et avec le règlement de 1997, 258 de 97, qui introduit la notion de nouvelle food, et Danone est obligé de déposer un dossier d'autorisation, ce qui forcément complexifie le dépôt et la création et le développement de cette technologie. Donc la technologie obtient le label, mais uniquement pour l'application purée de fruits. Et puis, ce qui va changer la donne et permettre une croissance du secteur à partir de 2010, notamment en France, c'est que donc l'ANSES à l'époque indique que ce procédé de traitement est depuis près de 10 ans largement utilisé en Europe pour diverses denrées. La bibliographie disponible sur ce mode de traitement est abondante, obtenue à partir d'expérimentations réalisées sur des milieux très variés, modèles simplifiés, aliments bruts et transformés. Dans ce contexte, il ressort de l'expérience requise par l'Agence française de sécurité des aliments, donc l'AFSA, sur les dossiers qui ont été soumis sur ce type de traitement, que les hautes pressions hydrostatiques n'entraînent pas de modifications significatives sur la valeur nutritive du métabolisme ou de la teneur en substances indésirables des aliments pour des barèmes de pression appliqués 500-600 mégapascales, durée de pasteurisation 3 à 5 minutes, et température d'eau dans l'enceinte, eau refroidie ou eau à température ambiante. Alors, cette saisine de l'ANSES, en fait, cette décision permet de clarifier l'utilisation des hautes pressions. En fait, avec le novel food, on était un petit peu bloqué, où il fallait faire faire un dépôt de novel food, ce qui était extrêmement onéreux, et donc limiter les capacités d'investissement dans la technologie. Ainsi, la saisine-là, qui est complétée par le texte qui suit après de l'ANSES, sur les bases des dossiers examinés, et après consultation des comités d'experts spécialisés, donc que ce soit additifs, arômes, auxiliaires technologiques, microbiologie, matériaux au contact des aliments,
les éléments suivants peuvent être dégagés à l'intention des industriels en termes de vérification de l'efficacité antimicrobienne et de l'innocuité dans le cadre du développement de ce type de traitement pour un produit ou une préparation donnée. Cela se traduit par le fait qu'en fait, pour des traitements inférieurs ou allant jusqu'à 6000 bars, de 3 à 5 minutes à température froid positif ou à température ambiante, les aspects biochimiques ne sont plus à analyser. On considère qu'il n'y a aucun risque et qu'il n'y a qu'une validation du traitement par rapport aux effets transfert et microbiens, comme pour quasiment tous les traitements pour valider leur efficacité. Donc, à partir de cet avis, on a pu déposer, les industriels ont pu déposer des traitements, des propositions de traitement par HPP. Malgré tout, il faut avoir en tête que c'est une technologie qui est encore peu fréquente, pas bien connue par les agents des DPP, et du coup, générant souvent un peu de méfiance de la part des autorités, avec des retards souvent sur le traitement administratif des dossiers parce que ils ont besoin d'être rassurés, ils sont censés valider les technologies et les essais que vous avez faits, et ils sont souvent pas très bien armés pour pouvoir le faire. Autre point qu'il faut retenir malgré tout, c'est que malgré cet avis, rien n'empêche d'aller plus loin. C'est-à-dire que les traitements supérieurs à 600 mégapascales ne sont pas interdits. Ils sont pas autorisés non plus, mais c'est comme toujours dans la réglementation, ils rentreront là pour le coup plutôt dans le cadre du novel food, c'est-à-dire qu'il va falloir démontrer leur innocuité. Mais on peut y travailler dessus et on peut avoir, ça peut être une piste de développement également. Au niveau de l'offre technologique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grands fournisseurs qui sont Avure Technologies et Hyperbaric. Multivac, lui, est un grand fournisseur dans l'industrie agroalimentaire, mais pas spécifiquement sur la partie haute pression. Il s'est associé avec un autre partenaire pour développer cette technologie. C'est pas un très gros acteur. Par contre, vous allez voir, il a une offre technologique qui a du sens et qui associe fatalement le conditionnement puisqu'ils sont spécialistes dans ces technologies-là. Donc au niveau d'Avure Technologies, leur offre qui est différenciante, bon, déjà ils ont un positionnement spécifique sur le poisson et les fruits de mer, ils sont leaders sur le marché sur ces applications-là. Mais l'autre aspect, c'est surtout l'offre modulaire qu'ils ont. En fait, conscient de la difficulté de dimensionner des équipements, notamment par rapport à la capacité de développement du marché, ils ont développé des modules qui peuvent se compléter les uns aux autres pour augmenter la capacité de traitement des équipements. Ainsi, en rajoutant des accélérateurs et des panneaux électriques, on peut augmenter les capacités de traitement. Donc Multivac, lui, s'est positionné plutôt sur une unité pour essayer de pallier au fonctionnement discontinu du principe de haute pression en travaillant sur un système en tandem équipé de 2 cuves qui permet de travailler en temps masqué et donc d'avoir une activité en semi-continu. Ce qui fait qu'on peut arriver jusqu'à des traitements allant jusqu'à 4 tonnes heure en fonction du degré de remplissage. Donc, vous avez en dessous les dimensions de l'équipement pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur de ces équipements. Donc, on voit bien que ce sont des équipements qui sont quand même assez importants. On parle d'un poids d'équipement d'environ 100 tonnes, de dimensions de 15 mètres de long et de 13 mètres de large, donc on est sur des choses quand même assez conséquentes. Et par contre, donc des durées de cycle qui sont de l'ordre de 3 à 5 minutes, qui est le positionnement de la réglementation.
Alors ces équipements conviennent pour le traitement d'emballage sous vide, aussi bien que pour ce sous-AT. Voilà, c'est vraiment en lien avec les, les capacités de conditionnement, les équipements de conditionnement offertes par Multivac. L'hyperbarique, lui, donc a une gamme très élargie également dans ses équipements et dans ses tailles. Il se targue d'avoir la machine la plus rapide du monde pour ses cycles, mais pas forcément celle qui a la plus grande capacité, puisque c'est Multivac qui, avec son système en tandem, a la plus grande capacité. Par contre, lui, donc, il se différencie, pardon, plutôt sur le traitement des liquides et la possibilité de traiter les liquides, non pas en conditionné, mais en conditionnement aseptique, ce qui permet d'envisager de conditionner des bouteilles en verre, dans des bouteilles en verre, ce qui était jusque-lors impossible, avec un système donc de remplissage du liquide, du passage en cellule, et ensuite de la sortie vers un conditionnement aseptique. Donc là, c'est assez révolutionnaire dans le sens où jusqu'à présent, tous les produits qui passaient en machine étaient conditionnés. Donc au niveau des applications produits et des perspectives, les grandes applications que l'on a sur le marché actuel sont essentiellement sont déjà différenciées, puisqu'on a dans les structures qui achètent des équipements pour le coup hyperbariques, on en a 25% qui font de la viande, 20% qui font du jus de fruits, des jus et des boissons, 20% également qui sont dans les traitements des fruits et des végétaux, et des légumes, pardon, et 23% sur des structures de prestations, alors de R&D ou de sous-traitance. Après, le reste est un peu plus éclaté sur les plats préparés, les produits laitiers et les produits de la mer. Donc ça se traduit par une diversité de produits malgré tout. Donc que ce soit en charcuterie avec des produits tranchés, que ce soit sur des produits bio, de jus, de fruits ou de légumes, que ce soit pour des purées à destination alors, soit de produits pour enfants ou autres, du produit traiteur, ou des produits bio qui mixent à la fois viande et fromage, des produits laitiers de type yaourt à boire, également du pet food. On trouve du pet food également comme solution. Alors Delpierre, qui vous parlera un peu plus parmi les exemples par rapport à ceux que l'on peut vous présenter, a été l'un des premiers en France à travailler sur la thématique, notamment pour la partie crustacés et conservation. Puis après, il y a également d'autres applications comme les purées de légumes, les houmous, ou même les applications cosmétiques qu'il ne faut pas négliger. Dans les grandes applications et dans les exemples de traitement, on peut trouver dans la littérature, par exemple, pour du jus de pamplemousse, des traitements qui permettent une conservation de 3 mois à température ambiante. On peut trouver des jus de fruits, jus d'agrumes, pareil, 18 jours avec une conservation à 18 jours à 4 degrés, avec un temps de traitement d'1 minute à température ambiante à 500 mégapascales. Pour du jambon cuit, on peut obtenir, ou du jambon cru, on peut obtenir du 30 jours pour le jambon avec ces types de traitements, ou 45 jours pour les tapas à 3 degrés.
On peut également voir pour du traiteur ou du guacamole. Alors le guacamole, pourquoi? Parce que vous trouverez souvent des exemples de produits à base d'avocat. Tout simplement parce que l'avocat est un produit qui s'oxyde rapidement et que la polyphénoloxydase, donc l'enzyme qui l'oxyde, ben forcément va être dénaturée par le traitement haute pression. Donc va permettre de pouvoir faire des préparations à partir d'avocats sans ce phénomène d'oxydation. Donc du coup, c'est un intérêt qui est assez important, parce que après le traitement thermique vont avoir des effets à la fois sur le goût et la couleur de l'avocat. D'autres exemples sur les huîtres, sur les huîtres et les sauces à base d'huîtres aux États-Unis, où on peut avoir quand même 10 jours au froid pour une conservation d'huîtres, ce qui est quand même assez impressionnant. Et enfin, une autre application qui a été développée par des Français pour l'extraction de chair de homard. Donc en fait, ils se servent là de la haute pression, pas que et surtout pas spécifiquement pour la conservation, mais plutôt pour une étape de process, pour faciliter la décortication, décorticage plutôt, des homards et l'extraction de sa chair. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que là, j'ai sorti rapidement les applications, les publications sortent depuis 2015. Et depuis 2015, il y a eu plus de 2700 articles scientifiques qui traitent des hautes pressions, avec des thématiques très variées, à la fois les effets couplés avec les températures, les effets sur les différents types de micro-organismes, les effets de la technologie sur les qualités organoleptiques, à la fois couleur, texture, pour bien comprendre comment et sur quoi la technologie va travailler, des effets sur la qualité nutritionnelle. Alors, dans les barèmes réglementaires, mais bien entendu au-delà, et également d'autres effets couplés en essayant d'associer des traitements soit avec de la flore, des flores de biopréservation, soit avec certains ingrédients de conservation, pour voir un petit peu le couplage des barrières et voir comment ces barrières, les unes avec les autres, peuvent fonctionner pour obtenir une conservation la plus propre et la plus longue possible. Donc on voit quand même que voilà, 2700 articles, c'est quand même vraiment, vraiment important sur la thématique. Alors c'est à l'échelle mondiale, hein, on est d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des applications, c'est que la haute pression, du fait de son fonctionnement, est adaptée aux aliments pardon, solides, semi-solides ou sous vide. Donc les skins, les choses comme ça sont particulièrement adaptées. Donc tout ce qui est produit de charcuterie, certains fromages, viande de poisson, fruits et légumes, plats préparés, et également pour les aliments liquides, euh, les jus, que ce soit de fruits ou de légumes, ou les composés bioactifs, sont assez pertinents. Ce qui n'est pas du tout adapté aux hautes pressions, ça va être tout ce qui va être les éléments avec des corps creux, hein, donc pain, gâteau, mousse, biscuits, forcément, la pression va casser les structures et donc tout l'aspect textural de ces produits va être perdu. Et également les aliments déshydratés, puisque la montée en pression va jouer sur le, la pressurisation du volume d'eau présent dans les aliments qui sont traités. Ainsi, on considère qu'un aliment qui a une AW, une activité de l'eau inférieure à 0,8, n'est pas vraiment à traiter par haute pression, parce que la quantité d'eau disponible ne sera pas suffisante pour pouvoir avoir un traitement efficace. Donc, au niveau des forces et faiblesses de la technologie, donc
En force, c'est une technologie qui réalise une destruction de micro-organismes à froid, donc ça c'est quand même rare, et c'est même tellement rare qu'on a du mal des fois à le faire accepter. C'est même presque une barrière psychologique de comprendre que oui, on peut détruire. L'autre intérêt, c'est que par rapport à d'autres traitements, la cinétique de croissance, de reprise de croissance des micro-organismes après un traitement par haute pression est souvent ralenti, fortement ralenti. Donc, ce qui aussi permet d'accroître la durée de vie des produits. La conservation, l'autre force, c'est que la conservation de l'intégrité des liaisons covalentes par le traitement permet de conserver les valeurs nutritionnelles des produits. On ne joue pas sur les molécules. Donc, je parle de la valeur nutritionnelle, mais il y a aussi le fait de ne pas générer non plus de produits potentiellement toxiques. Donc, c'est quand même pareil en plus. Et donc, conséquence, j'ai envie de dire, c'est une technologie qui va permettre l'allongement de la durée de vie, notamment. Autre force, on va pouvoir générer des textures, des changements de texture. Donc c'est une force, mais on verra, ça peut être également une faiblesse, puisque donc c'est bien, ça peut générer des produits nouveaux, ça peut apporter des plus, mais quand on veut conserver une texture en particulier, ce rôle-là sera étudié avec attention. Cet impact-là sera étudié avec attention. Autre force qui va être de plus en plus prégnante, c'est son faible impact environnemental. En fait, pour un traitement donné, il y a une faible consommation énergétique. Donc ça, c'est quand même un avantage qui aujourd'hui est important de noter. Et autre dernière force, c'est que la haute pression peut générer, n'est pas qu'un traitement de pasteurisation. C'est un traitement permettant d'autres choses. Donc il faut vraiment ouvrir le champ des possibles avec cette technologie, puisque pour les fruits de mer, on peut avoir effectivement la décortication, mais on peut avoir, comme évoqué avec les changements de texture ou de couleur ou autre, une nouvelle approche en termes de formulation, de développement de nouveaux produits. En termes de faiblesse, c'est une technologie qui n'est pas efficace sur les spores dans les conditions autorisées actuellement. Les spores étant très peu dans des formes de dormance des micro-organismes, ça ne génère l'effet du changement de pression a très peu d'effet sur elle. Autre point, c'est pas efficace sur les produits secs, clairement, hein, pour les mêmes raisons. Donc du coup, c'est vrai que ça enlève certains produits du potentiel du potentiel d'usage. Donc, comme je vous évoquais tout à l'heure, en faiblesse, donc les changements de couleur ou de texture peuvent être des fois intéressants, mais ils peuvent être aussi des fois, ils peuvent avoir un effet négatif. C'est-à-dire, si on prend par exemple le cadre de la viande, on s'aperçoit bien que un traitement, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, donc en haut on a le bœuf, ensuite on a le porc, ensuite on a j'ai plus, du poulet et de la dinde, juste là. Donc du coup, on voit bien que sur une viande rouge, on a une perte sur un traitement à haute pression, on a une forte perte de couleur. Cette perte de couleur, elle est associée à la dégradation de la myoglobine et du coup de tout ce qui va être associé à la conformation du pigment. Et donc plus on va dénaturer le pigment, plus on va avoir cette perte. Et donc forcément, plus la viande est rouge, plus ça va être perçu. Si on regarde, si à l'écran ça donne, si vous le voyez assez bien, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on voit également qu'on va perdre la couleur, mais que la texture, on voit bien qu'il y a également du changement. L'aspect fibreux disparaît, on voit bien qu'il y a des changements qui sont perceptibles, et ça se traduit, c'est dû en fait sur
sur les molécules du muscle, donc tout ce qui va être protéines de myosine et la déstructuration de ces protéines-là. Dans les commentaires actuellement, il y a Monsieur Guévarch qui nous fait également le commentaire de nous dire que l'haute pression va jouer aussi sur l'inactivation de pectine méthylestérase dans les jus de fruits, ce qui va permettre d'éviter le trouble par formation de pectate de calcium. Donc voilà, ça fait partie des conséquences évoquées sur les inactivations enzymatiques et des fois et souvent leur intérêt. J'ai une question également sur l'allongement de la durée de vie des produits. 60 jours sur le jambon cuit est très classique. L'intérêt serait de monter à plusieurs mois. Il me précise également, il semble également qu'il y ait des effets négatifs avec un éclaircissement des viandes et également une oxydation plus rapide des matières grasses. Alors oui, donc l'aspect éclaircissement des viandes, c'est ce que je viens de présenter. Et sur le côté oxydation des matières grasses, en fait, pour vous donner un petit peu l'explication du phénomène, c'est essentiellement dû au fait que les matières grasses vont être pareilles sous l'effet de haute pression. La conformation des matières grasses va être affectée et pouvant rendre plus disponibles les zones d'oxydation, d'où des réflexions sur les traitements couplés avec des antioxydants lors de traitement de viande. Il y a des projets là-dessus. L'IFIP travaille pas mal dessus, a fait des travaux dessus et a fait une très très bonne étude là-dessus. J'ai encore une autre marque qui me dit que le goût du salé est également modifié. Elle est plus importante a priori, liée à une eau libre plus importante après traitement. Donc là également, effectivement, le fait de dénaturer certaines molécules peut modifier la quantité d'eau libre, ce qui n'est pas forcément systématiquement le cas, mais c'est vrai que ça peut arriver. C'est pour ça que c'est important, comme pour cette technologie, comme pour tout produit, de réaliser des essais. En fait, de réaliser des essais en amont pour voir un petit peu les impacts que cela va avoir. Je continue parce que je suis un peu en retard. Il y a une partie, je voulais vous présenter également une partie rapidement sur le coût, parce que c'est bien d'avoir une technologie, mais il faut voir un petit peu quel coût, sachant que derrière ces effets, cette notion de risque qu'il y a associée à la technologie, on est sur une technologie qui est en plein développement. Donc Hyperbaric communiquait sur des coûts avec des hypothèses et l'IFIP a retravaillé sur ces hypothèses-là. Donc, Hyperbaric donc présentait des impacts coûts suivant la taille et donc la productivité de l'équipement avec des impacts coûts qui pouvaient passer de 8 à 20 centimes euros du kilo. Mais cette estimation était une estimation qui ne prenait l'impact coût de l'investissement. Donc pour une toute petite machine, donc du 266 kWh, on était à un demi-million d'euros de prix d'investissement, et pour une machine à 2,8 tonneurs à 2,5 millions. Ce sont les hypothèses qui ont été prises avec des hypothèses de remplissage aussi qu'il ne faut pas négliger parce que le pourcentage de remplissage est aussi important. Et pareil, prendre en considération là le traitement de 2 minutes qui est, à mon avis, ça dépend des produits. C'est là où c'est compliqué. Ça peut être optimiste comme ça peut être un peu pessimiste suivant la nature du produit qui est à traiter. Donc ça, c'est la première approche, mais cette première approche ne prend pas en compte tous les coûts. Ainsi, M. Martin de l'IFIP a retravaillé ces coûts-là et on est plutôt sur des coûts qui vont plutôt entre 20 centimes et 80 si on prend en considération les aspects de main-d'œuvre, des hypothèses de maintenance et d'énergie et
et tout l'ensemble des coûts indirects et directs, on se retrouve avec une enveloppe de tarifs un peu plus importante. Donc, voilà, il faut bien avoir en considération là cette hypothèse. Selon ces hypothèses, on voit bien que le coût n'est pas négligeable, loin de là. Maintenant, sur certaines applications, cela peut complètement se justifier. C'est bien pour ça qu'il y a certains produits qui le font, parce que l'augmentation à la fois de la durée de vie ou le positionnement marketing permet amplement de pouvoir absorber ces coûts. Donc, en termes de conclusion, ben, la technologie pression est une technologie en plein essor et à faible impact environnemental. C'est une solution qui peut répondre aux attentes de naturalité, mais qui n'est pas adaptée à tous les produits, clairement. C'est pour ça que dans la réflexion, c'est de se dire, avant de lancer, il faut faire des expérimentations, alors soit via des centres existants, soit via le fournisseur. Il y a les deux possibilités. Et voilà, on n'est pas sur de l'achat, on n'est pas encore, la technologie n'est pas encore suffisamment mature et diffusée pour être sur de l'achat de routine, entre guillemets, comme on pourrait acheter un pasteurisateur ou une autoclave de manière plus classique. On est vraiment sur quelque chose qui est encore en développement, clairement. Par contre, les pistes de développement sont nombreuses et permettent d'envisager des gains assez conséquents sur les développements de nouveaux produits, sur la durée de conservation et sur la naturalité, qui est quand même quelque chose qui est très très recherché. Je vous invite à poser des questions, parce que j'ai répondu aux quelques commentaires et questions qu'il y a pu avoir dans le chat. Donc, pour rappel, il y a le chat donc, qui est dans la petite bulle tout en haut de la fenêtre pour pouvoir poser vos questions. On se laisse quelques minutes pour pouvoir y répondre et puis on conclura le diaporama. Donc, je suis à votre disposition. C'est une question qui est en train d'arriver. Mon commentaire, je ne sais pas. C'était pour remercier pour la présentation. Donc, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions complémentaires à ceux qui ont été réalisés jusqu'ici, juste pour vous préciser, donc la prochaine étape dans le projet va être l'envoi d'un questionnaire pour connaître l'intérêt des entreprises agricoles et agroalimentaires souhaitant faire de la transformation à façon et celles qui seraient intéressées sur le développement d'un centre de prestation de R&D, de prestations et de R&D en Grand Est. Toutefois, on ne s'écarte pas de travailler avec vous sur cette thématique. Dans l'idée, c'est qu'il y a des centres déjà de R&D qui existent, que ce soit en France ou en Belgique, auxquels on a déjà fait appel et avec lesquels on échange déjà. Donc, si vous avez des projets, ambitions ou questions, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse soit vous accompagner, soit vous aider à monter un projet sur la thématique. C'est notre rôle. Alors, je vois que non, finalement, il faut qu'il y ait un message, mais finalement, il a été arrêté. Ah si. Alors, j'ai un participant qui m'indique que, suivant certaines sources, donc Hendrix ou le Baye, le diagramme de phase d'eau montre que la température de fusion d'eau diminue lorsqu'on augmente la pression, atteignant moins 21 degrés pour une pression de 210 mégapascales. Au-dessus de cette pression, la tendance contraire est observée. Ce phénomène permet la décongélation rapide de produits alimentaires composés avant tout d'eau. Alors oui, effectivement, je ne l'ai pas abordé parce que là, pour le coup, c'est des choses qui sont vraiment encore au stade de recherche et pas encore au stade
au stade industriel. Mais il y a des études, et certaines qui datent déjà dès les années 90, hein, sur l'intérêt des hautes pressions pour la décongélation rapide et donc éviter les, tous les désagréments associés à la décongélation d'un produit agroalimentaire. Donc là, j'ai un autre commentaire qui me dit oui, avec un blanchiment des viandes. Alors oui, pour la partie viande, c'est encore, ça va être encore oui, spécifique, effectivement. Je vous remercie pour ben, votre participation. J'espère que cette présentation aura répondu à vos attentes, vous aura éclairé. Je reste à votre disposition par mail ou téléphone. Vous avez mes coordonnées de toute façon euh, pour, euh, pour ben, répondre à vos questions. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt. Au revoir.